De retour sur le plateau de Punchline, merci d'être avec nous jusqu'à 20h sur CNews. On accueille William Tay, président du think tank Le Millénaire. Bonsoir. Merci d'être avec nous, bonsoir. Julien Bargeton, sénateur de Paris, porte-parole des sénateurs de La République En Marche. Et Frédéric Attenay, bonsoir, chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne à Bobigny. Je vous demandais hors caméra si cet hôpital Avicenne faisait partie du groupe hospitalier qu'on a vu ce matin pour la première vaccination. Oui, c'est bien ça. Tout à fait. René Muret, où a eu lieu la première vaccination, ça fait partie de notre groupe hospitalier avec Avicenne et Jean Verdier. Donc c'est exactement notre hôpital. Eh bien, on va regarder ces images, évidemment, qu'on a vues toute la journée. Cette première vaccination en France, ça y est, enfin, Morissette, 78 ans. On regarde cette séquence pour ceux qui ne l'auraient pas vue. Je désinfecte, je vous pince l'épaule, j'injecte, je pique avec mon aiguille, j'aspire un petit peu pour voir si je suis bien ou non. Je vous injecte le produit, je lâche la peau, j'enlève ma seringue. Et après, je vous mets un petit pansement. Allez, on y va. Vous êtes prête? Allez-y. Hop. Rien. Ça va? C'est bien. Très bien? Ça va. Ça y est. On a fini, ma belle. Hop. Voilà, sous les applaudissements des soignants qui entouraient cette résidente de l'EHPAD. Vous y étiez, Frédéric Attenay, oui, tout ce à matin. fait. Racontez-nous tout, si je puis dire, la logistique, le défi, et puis jusqu'au vaccin en lui-même. Surtout beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions d'abord, parce que c'était le point de départ de cette vaccination. Beaucoup de fierté aussi, parce qu'on est un département, vous savez, la Seine-Saint-Denis, c'est le département qui a le plus souffert de la première vague, où on était complètement submergé. C'est le département où il y a eu le plus de cas de toute l'Île-de-France. Et aussi, dernier sentiment, beaucoup d'espoir parce qu'on pense, nous soignants, que cette vaccination ne va pas arrêter tout de suite l'épidémie, mais va arrêter cet afflux de patients qui viennent mourir dans nos réanimations, dans nos services d'urgence. C'est un espoir pour les soignants eux-mêmes. Oui, c'est de l'espoir pour les malades d'abord, mais surtout pour nous, parce qu'on voit les gens arriver à l'hôpital, on voit les gens arriver en réanimation, on les voit pour la plupart mourir. C'est une maladie qui est quand même extrêmement grave et qui s'attaque aux personnes les plus âgées. Et de voir comme ça les premières personnes les plus fragiles être vaccinées, qui visent simplement à sauver ces personnes, pas à arrêter l'épidémie, mais à sauver cette partie de la population la plus fragile. On a énormément d'espoir en cette vaccination. Alors vous avez assisté de près à ces premières vaccinations ce matin dans le 93. Qu'est-ce que vous avez pu constater du défi logistique? Est-ce que tout est mis en place, bien mis en place, et est-ce que c'est vecteur d'espoir justement pour cette stratégie globale de vaccination? Voilà, c'est un vrai challenge, parce que comme maintenant tout le monde le sait, ça se conserve entre moins 60 et moins 70 degrés. La chaîne de froid doit être absolument respectée. On a des mouchards, dans chaque carton, il y a des mouchards qui relèvent la température de manière continue. Donc s'il y a un écart de température, on est tout de suite prévenu. On doit respecter. Ça s'est passé par exemple ce matin, vous le savez ça? Oui, on a vu les mouchards, et puis quand on ouvrait la porte du frigo, aussitôt la température remontait et on se dépêchait de refermer le frigo. Ça peut supporter plus ou moins 10 degrés par rapport à moins 60. Donc on a une petite marge, mais surtout, et c'est ça le plus difficile, c'est qu'une fois qu'elle est sortie du frigo, c'est des lots de 5 doses et elles doivent être utilisées dans les 5 jours. Et c'est là où ça va être difficile, parce que dans les 5 jours, ça se périme vite et il faut qu'on trouve tous ces personnels et tous ces soignants à vacciner. Donc on est en train de les recenser, et puis maintenant ça va prendre de l'ampleur à partir de lundi, et surtout la première semaine de janvier, on va démarrer à plein régime. Et je pense qu'il faut foncer parce que c'est une course de vitesse entre, vous voyez, cette épidémie qui menace de remonter et cette vaccination qui tend, elle, à faire diminuer le nombre de morts, le nombre de patients hospitalisés dans un premier temps. Alors c'est marrant parce que vous dites course de vitesse. Ce matin, Olivier Véran, Julien Bargeton, le ministre de la Santé, dit ce n'est pas un sprint, c'est un marathon, la vaccination. Alors où est-ce qu'on se situe dans cette course ? C'est une course de fond, en tout cas, cette vaccination, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut saluer un jour historique. La stratégie de vaccination, c'est notre solution collective pour sortir de cette pandémie et pour lutter contre la Covid et retrouver le cours normal de nos vies. Donc il faut saluer la prouesse 11 mois après le déclenchement de la pandémie, en tout cas de son arrivée chez nous, nous disposons d'un vaccin. On n'était pas sûr du tout que ce soit le cas au départ. Donc il faut quand même rappeler ce que nous apporte la science. Nous ne sommes pas très loin de l'anniversaire de la date de naissance de Pasteur. C'est quand même bon de rappeler tout ce qu'apporte la science. Et on va donc mener une stratégie de vaccination qui est progressive,
qui commence par les personnes les plus âgées, les plus fragiles et les soignants, qui sera aussi toujours transparente et puis qui est efficace parce que ce vaccin est efficace à 95%. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le plus rapidement possible, mais en étant aussi extrêmement sérieux dans la façon dont ça se passe, pour rassurer tout le monde, que tout le monde soit vacciné le plus rapidement possible en France. Oui, MT, cette vaccination s'est faite avec un absent. Le gouvernement, Olivier Véran, l'exécutif s'est tenu à distance de cette vaccination, de cette première phase, en tout cas symbolique certes, mais qu'il va falloir mettre en œuvre rapidement, nous disait le professeur. Est-ce que c'est la bonne stratégie employée par le gouvernement ? Oui, ils ont raison parce qu'actuellement on assiste à une défiance d'une partie des Français croissante à l'égard du vaccin, et le fait que le gouvernement utilise le vaccin comme acte de communication aurait pu renforcer cette défiance. Parce que le gouvernement doit combattre deux fronts. Un, c'est la question de la logistique, on en a parlé à plusieurs reprises, et deux, c'est la question de la défiance qui est de plus en plus croissante. Si le vaccin est associé au gouvernement, on peut craindre que la défiance augmente dans le pays de Pasteur, ce qui est quand même déplorable, alors que le vaccin, vous l'avez souligné, est la seule solution que nous avons actuellement pour sortir de cette crise du coronavirus. Le seul moyen qu'on a actuellement, du coup, c'est d'encourager, en fait, à travers des campagnes de communication, expliquer, informer les Français sur pourquoi est-ce que le vaccin est utile et de donner davantage d'informations. Le vaccin n'empêche pas la transmission du virus. Le vaccin sauve des vies et il faut insister dessus. C'est pour ça qu'il faut cibler les soignants et les personnes à risque dans un premier temps. Puis, une fois que c'est terminé, élargir à l'ensemble de la population, mais je l'espère avec un vaccin plutôt français, Moderna plutôt que Pfizer. Pourquoi plutôt français plutôt que les autres ? J'ai plus confiance dans les vaccins français. Ah, donc vous êtes comme 6 Français sur 10, vous attendez le vaccin français. On peut comprendre cette réaction légitime ou pas, Othman Nasrou, d'attendre le vaccin français plutôt qu'un vaccin qui viendrait des États-Unis et d'Allemagne, en l'occurrence pour celui qui a été administré aujourd'hui ? On peut le comprendre, et d'ailleurs on aurait aimé peut-être le premier puisse être produit, en tout cas en France, et soit en tout cas un vaccin français. En même temps, il faut bien qu'on avance sur cette vaccination qui doit aussi se faire le plus rapidement possible, encore une fois, mais de manière effectivement organisée, de manière intelligente. Mais néanmoins, on est pris entre ces deux attitudes un petit peu contradictoires. Et il y aura d'autres vaccins qui vont arriver. Il y a eu au total 140 vaccins candidats à autorisation, on va dire, y compris auprès des autorités européennes. En l'occurrence, il y en aura plusieurs qui vont arriver et chacun pourra effectivement trouver la solution qui lui convient le mieux pour telle ou telle raison. Tant que la vaccination progresse bien, et pour l'instant nous avons du retard par rapport à d'autres pays, j'espère que ce retard va pouvoir être rapidement rattrapé. Et une fois qu'on a dit cela, rappelons encore une fois que l'essentiel c'est que ces vaccins soient gratuits et surtout disponibles pour tout le monde sur le territoire. Voilà, que personne qui a envie de se faire vacciner ne puisse pas le faire. Ça, ce serait dramatique et ce serait encore une fois un élément de défiance de plus. On n'en a pas besoin, on a besoin que la confiance revienne et pour ça on a besoin de transparence de la part du gouvernement et d'un vrai souci d'efficacité comme on n'a pas toujours eu durant cette crise. Et en tout cas, les collectivités, j'en représente une ici, joueront le jeu naturellement pour que cette campagne de vaccination se passe dans les meilleures conditions possibles. Et pour cela, il faut qu'ils arrivent, ces vaccins, et c'est cette fameuse chaîne logistique dont on parlait. On va écouter votre consoeur, la chef du service pharmacie de l'hôpital de Sevran, Anne Giacolo, qui parlait justement de cette difficulté logistique à respecter, à mettre en place. C'était ce matin, juste après la vaccination de cette personne âgée dans l'EHPAD. Les flacons reçus sont en effet stables là 5 jours. La sortie du congélateur à moins 80, il reste stable 5 jours à une température entre plus 2 et plus 8. Et ensuite la vaccination derrière qui doit suivre dans un délai très proche. Et tout ça va montrer qu'il faut une coordination particulière, étroite entre les médecins, les cliniciens, le corps soignant et puis nous les pharmaciens pour que tout se passe bien et qu'on ait le moins de pertes possibles de produits, de vaccins. Voilà, et on accueille Delphine Chadoutot, pharmacienne et présidente du SCPO de l'Essonne, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine. Bonsoir à vous. On a entendu votre collègue qui s'est occupé justement de cette chaîne logistique et de la vaccination de Morissette ce matin. Comment les pharmaciens vont-ils jouer leur rôle, les pharmaciens d'officine, ceux qui ne sont pas dans les hôpitaux, dans la stratégie de vaccination globale ? Je crois que depuis le début de cette crise, les pharmaciens sont plutôt disponibles, toujours en train de dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aider. Donc une fois de plus, on sera encore là. À ce jour, il n'a pas été acté ou écrit que les pharmaciens participeront à la vaccination. Néanmoins, quand on pense qu'il va falloir 2 injections, je ne vois pas comment on va pouvoir se passer de notre aide. Et nous, on s'est piqué, on s'est vacciné, donc on sera là, frais et dispo pour le faire. Il y a toute une organisation qui va être un petit peu difficile, mais on sait s'adapter, on y arrivera, parce que la chaîne du froid va être vraiment une
bonne prise de tête sur ce sujet, mais on va y arriver. Donc on connaît la traçabilité, on connaît l'organisation, on va relever nos manches et puis on va le faire. Oui, c'est quand même étonnant. Julien Bargeton, on entend les pharmaciens d'officine, on entend les médecins libéraux, les médecins de ville, les régions aussi, les collectivités nous dire et nous répéter on n'a pas été associé pour l'instant à la stratégie de vaccination. Pourquoi cela n'a pas été fait déjà par le gouvernement ? Le gouvernement, il faut rappeler les choses. C'est la stratégie de vaccination, c'est pas un choix politique, c'est ni de droite ni de gauche. Un vaccin, c'est pour le bien public. Enfin, et donc, vous êtes quand même aux responsabilités. Oui, mais c'est les autorités, notamment la haute autorité de santé, qui définit la stratégie vaccinale, le phasage, la façon dont ça s'organise. Donc, évidemment qu'il faut s'appuyer aussi, bien sûr, sur le rôle du médecin de famille, le médecin traitant, ces médecins généralistes qui sont importants pour le conseil des patients, et c'est eux aussi qui vont participer à encourager les Français à se faire vacciner. Moi, je suis bien sûr favorable à ce qu'on regarde l'association des pharmaciens, de tout le monde, mais bien sûr en fonction de la réalité logistique de ces vaccins qui est particulier avec les moins 70 degrés. Vous savez, nous avons commandé 200 millions de doses. Alors, il en faut 140 à peu près pour vacciner tous les Français, et c'est une coopération européenne inédite, c'est-à-dire que c'est l'Europe qui a commandé, passé des contrats avec tous ces laboratoires pharmaceutiques de toute nationalité, produits en Belgique ou ailleurs, et puis qui vont être autorisés au fur et à mesure, et qui ensuite seront livrés en même temps, à partir d'aujourd'hui, dans tous les pays européens qui commencent à vacciner le même jour. Donc c'est quand même une symbolique européenne forte. Et ensuite, pour que ça se passe bien, c'est-à-dire pour voir quels sont les acteurs impliqués, moi je fais confiance aux autorités sanitaires. On répète les mêmes erreurs, Delphine Chaduto. Ces erreurs, quand les pharmaciens, au début de la crise, disaient mais on n'a même pas le droit de donner des masques, en tout cas d'en vendre. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on se retrouve exactement dans la même situation avec le vaccin ? J'ai la sensation qu'on sait de mieux en mieux gérer. C'est-à-dire que qui, il y a un an, aurait pu dire qu'on traverserait une telle crise. On aurait cru un scénario de science-fiction, honnêtement. Donc il fallait que chacun puisse s'adapter à ces nouveaux événements. Enfin, c'est presque un scénario de guerre. Donc je pense qu'il a fallu que tous, on s'adapte. Donc au début, on était tous complètement démunis. Et puis, au fil des mois, on a appris à s'organiser, à prendre du recul, à mettre en place des process. Et on devient de plus en plus perfectionniste et de plus en plus performant. Donc je fais confiance à toute la stratégie qui se met en place actuellement pour qu'on soit vraiment très efficient et qu'on sache faire les choses de mieux en mieux. Mais c'est vrai qu'au début, on est parti, c'était un terrain vague et il fallait construire quelque chose là-dessus, quoi. Frédéric Adnet, quel est le motif d'espoir, une fois qu'on sait désormais que le vaccin a été inoculé chez vos patients, pour les semaines à venir? Est-ce que la pression sur l'hôpital va véritablement redescendre grâce au vaccin, et ce, rapidement? Non, ça ne va pas être immédiat. Hein. On s'attend quand même à un délai de plusieurs mois avant d'avoir les premiers résultats en termes de fréquentation des urgences et du nombre de patients en réanimation. Mais on pense que le résultat va être spectaculaire, parce que ce vaccin, d'après les publications qui sont parues, est extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'on est sûr que les personnes les plus fragiles, donc une petite partie de la population française, les patients les plus âgés, ceux qui ont des maladies chroniques, donc la phase 1 et 2 du plan de vaccination devrait être assez rapidement atteint, et ces patients, normalement, ne vont pas tomber malades. Et c'est ceux-là qui viennent à l'hôpital. Donc l'effet, on l'attend dans quelques mois, mais on attend un effet brutal. C'est-à-dire qu'il y aura une chute, normalement, brutale du nombre de patients qui viendront en réanimation. Et ça, c'est un gain inestimable, parce qu'on va mesurer là le nombre de vies qu'on va sauver grâce à ce vaccin. Et en plus, après, il faut arrêter ce virus. Et là, c'est l'immunité collective, donc c'est la population générale qu'il va falloir vacciner. Mais pour la vie de tous les jours, si on suit bien votre raisonnement, lorsqu'on arrêtera la pression sur les services de réanimation, le gouvernement pourrait alors rouvrir un petit peu les vannes sur les restaurants, les salles de spectacle et alléger en fait les contraintes sur la vie des Français. Je pense, oui. De toute façon, je pense que vous savez, le confinement n'a jamais arrêté le virus. Le confinement, ça sert simplement à nous donner le temps, nous, hospitaliers, d'adapter nos capacités hospitalières à la transmission du virus, c'est-à-dire au nombre de malades qui arrivent. Dès lors que vous n'avez plus beaucoup de malades qui arrivent à l'hôpital, on va évidemment pouvoir complètement relâcher le confinement et continuer ces campagnes de vaccination comme on le fait pour la grippe. Enfin, pour la grippe, on ne confine pas le pays. Donc on s'oriente sur un scénario
comme pour la grippe, peut-être même avec un changement de vaccin, si jamais l'immunité ne dure pas plus d'1 an, 2 ans. Mais je crois vraiment qu'il y aura un impact majeur sur le confinement assez rapidement, de l'ordre de quelques mois. Parce que la pression sur les hôpitaux va s'écrouler. Et il restera à ce moment-là à convaincre les Français, toujours aussi dubitatifs sur ce vaccin. Je vous propose d'écouter le responsable de l'IFOP, Paul Sébi, qui nous fait un point justement sur cette défiance exprimée par les Français au sujet du vaccin. Les Français ont quand même, en majorité, ne remettent pas en cause les bases scientifiques des vaccins. C'est-à-dire qu'ils sont plutôt favorables aux vaccins en général, etc. Là, c'est le cas spécifique du Covid-19, c'est le fait que ce vaccin est très récent. On l'a découvert il y a très peu de temps et on a encore un peu de mal à voir les effets. Les publications scientifiques sont encore récentes, on ne sait pas tellement quels seront les effets. Donc c'est ce qui peut expliquer déjà en premier la défiance des Français, qu'on retrouve de toute façon aussi ailleurs en Europe ou dans le monde. Ouais, les chiffres ne sont pas bons, Delphine Chaluteau. Les Français restent très dubitatifs sur l'efficacité de ce vaccin, très méfiants par rapport aux possibles effets secondaires. Et pourtant, vous nous disiez que c'est la solution, et tous les soignants le disent. Alors, non seulement c'est la solution, j'ai toujours eu un discours très pro-vaccination. C'est vrai que là, la nouveauté, c'est qu'on parle d'un vaccin ARN, et forcément, c'est une nouveauté technologique. Néanmoins, il y a des petites vidéos de vulgarisation qui sont très bien faites. Et moi, je trouve que c'est une révolution et ça devrait même être l'avenir pour les vaccins, parce que c'est vraiment un procédé qui est extraordinaire. L'efficacité est incroyable. Les effets secondaires sont extrêmement limités. Donc, il faut vraiment avoir un discours très rassurant. Donc, ça, c'est pour la partie technique du vaccin en lui-même. Au-delà de ça, il faut que les gens ne raisonnent pas en se disant je me vaccine pour moi. Il faut se dire qu'on se vaccine pour les autres. C'est-à-dire qu'il est incroyable qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui avaient leur entreprise, l'entreprise s'est cassée la figure, ils sont obligés de faire appel aux associations pour faire manger leur famille. Il y a des drames humains, des dommages collatéraux qui sont extraordinaires. Donc quand on se vaccine aussi pour les autres, pour sortir de cette crise. Il faut absolument qu'on retrouve une vie normale, que les gens ne connaissent plus la précarité, et ça passe par la vaccination. Donc si on ne le fait pas pour soi-même, il faut le faire pour les autres. Dans une situation de crise dans laquelle on est aujourd'hui, il faut vraiment mettre en avant l'acte citoyen de tout ce que l'on fait. William Tay, est-ce que c'est étonnant, surprenant que le gouvernement n'ait pas mis en place de campagnes de publicité, comme on a pu le voir avec les gestes barrières, de grandes campagnes pour essayer de convaincre finalement, comme vous le disiez, les Français de l'utilité de ce vaccin? Il faut bien faire attention, il y a deux grandes étapes. La première, c'est de vacciner les personnes à risque et le personnel soignant. Donc pour cela, je pense que l'effet est plutôt... L'adhésion, en tout cas pour ces personnes-là, est plutôt importante. Donc il n'y a pas de risque, il n'y a pas besoin de campagne de communication. La campagne de communication touche... Parce que la campagne de communication, finalement, ce sont les personnes vulnérables qui se font vacciner devant les caméras et qui peuvent convaincre les autres. C'est ça, c'est tout à fait ça. Des personnes qui se font vacciner comme ça est beaucoup plus fort qu'une campagne de communication du gouvernement. La campagne de communication commencera en fait lorsqu'on fera une campagne de vaccination massive à l'attention de tous les Français. C'est à ce moment-là qu'il faudra agir, et je pense qu'il peut être opportun, notamment que des personnalités, que ce soit du gouvernement, artistes ou autres, se fassent vacciner pour montrer l'exemple. Je pense que ça encouragera les personnes à le faire. C'est le premier élément. Le deuxième, c'est de donner plus d'informations sur le vaccin. En tout cas, expliquer pourquoi est-ce que le vaccin sauve des vies, pourquoi est-ce qu'il est utile en fait pour retourner à une vie normale, pour qu'on arrête le confinement, le couvre-feu et les mesures restrictives de liberté. Et troisième point aussi, c'est pour montrer, comme vous l'avez dit, à la fois c'est pour se sauver soi-même, parce que toutes les personnes peuvent être victimes de risques, aussi bien moi qu'une personne plus âgée, mais également pour protéger son entourage et les personnes autour de soi. Frédéric Adnet. Oui, moi je pense que le peuple français, enfin la population française est pragmatique. Quand on va voir qu'il n'y a pas de catastrophe sanitaire liée au vaccin, quand on va voir que le nombre de décès, le nombre de patients en réanimation va s'écrouler dans quelques mois, je crois que la population française, les 40% qui voulaient se faire vacciner, ça va être rapidement 100%, et vous verrez que cette fois-ci, il y aura des voix qui vont s'élever parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Donc ça va être l'inverse, on l'observe déjà aux États-Unis, un retournement de situation où la défiance vis-à-vis du vaccin est en train de s'effondrer.
engendrer. Donc je pense qu'il y a un petit temps d'observation qui va durer 2-3 mois. Et ensuite, vous savez, la France est un pays où la couverture vaccinale est maximum et un des plus élevés au monde. Et je pense que les Français sont raisonnables et vont très bien voir qu'on les a un peu menés en bateau avec des discours un petit peu anti-vax qui a pu prendre parce que la peur engendrée par le Covid a fait qu'on aimait bien des réponses faciles et des réponses un petit peu, on va dire, folkloriques, voire nauséabondes. Mais je crois que dans un très proche avenir, il n'y aura plus cette résistance sur laquelle on parle actuellement et qui peut faire un petit peu peur à l'heure actuelle. La peur du Covid ou Julien Bargeton, les erreurs du gouvernement, disent certains, notamment dans l'opposition, sur les masques, sur les tests. Certains accusent le gouvernement ou l'ancien gouvernement d'avoir menti parfois ou d'avoir caché la vérité, ce qui donnerait finalement le sentiment à certains Français qui sont méfiants vis-à-vis de ce vaccin qu'on ne leur dit pas la vérité. Bon, l'histoire de la défiance ou de la méfiance, elle est ancienne, hein, et notamment sur les sujets scientifiques. On avait vu ça dans le passé, ça a été nourri par, c'est vrai, un certain nombre de scandales, d'affaires, donc c'est pas du tout une histoire récente. Vous savez, Tocqueville disait... Une idée fausse mais simple aura toujours plus de puissance dans le monde qu'une idée vraie mais complexe. Ça n'a pas changé depuis Tocqueville, c'est-à-dire que c'est facile de faire diffuser des fausses informations, de manipuler les peurs, comme le font certains partis. Je vois habilement, par exemple, des membres du Front National qui expliquent qu'ils ne se feront pas vraiment vacciner, enfin qu'il faut attendre, que ce n'est pas sûr, que ce n'est pas le bon vaccin, c'est quoi cet ARN. Donc il y a aussi une responsabilité de certaines oppositions qui sont toujours contre tout, qui veulent... manipuler des craintes pour asphyxier l'espoir que représente ce vaccin. Non, moi je crois que ce qu'il faut, c'est que par l'exemple, progressivement, nous puissions montrer aux Français que ce vaccin n'a que des conséquences positives et que donc nous avons tous intérêt à nous faire vacciner, pas que pour nous-mêmes, mais aussi pour des raisons fraternelles. C'est la fraternité qui est la troisième partie de notre devise, le vaccin. Voilà. Liberté, égalité, fraternité. La fraternité, c'est aussi le vaccin. Quant au personnel politique, moi je pense que nous devons attendre que ce soit notre tour, parce que si nous le faisions un peu avant, ça nous serait reproché sur le thème « Ah, vous êtes privilégiés ». Donc moi je me ferai vacciner tout de suite, dès que ce sera le moment où je serai dans la bonne phase. William Tay. Oui, mais ce que vous dites aussi, c'est que le gouvernement a commis plusieurs erreurs. Si pendant le premier confinement, on peut dire, voilà, le gouvernement faisait face à un phénomène inattendu, donc il est normal qu'il ait pu appréhender les choses avec plus de temps et plus de patience. Mais vous oubliez la polémique sur les masques, par Sibeth Ndiaye, la polémique sur les tests, et puis même sur le vaccin. Comment pouvez-vous, notamment le président de la République, traiter les gens d'obscurantistes sur ceux qui sont contre la défiance contre le vaccin, quand le président de la République lui-même, le 8 octobre, disait qu'il est inimaginable d'avoir un vaccin avant mars ou avril? Non, mais ce que dit le président de l'État. Ce que dit le président de la République à ce moment-là, ou ce qu'ont dit d'autres personnes, comme le professeur Fischer, par exemple, c'est que il ne faut pas faire comme si la méfiance dont nous parlons n'existait pas. C'est-à-dire que moi, je pense qu'elle est ancienne. Je ne pense pas du tout qu'elle vienne de ce gouvernement-là. D'autres gouvernements l'ont eu avec le H1N1, il y a eu la crise de la vache folle, il y a eu l'affaire du sang contaminé, etc. Donc je pense, si vous voulez, que je la regrette profondément. Le fait qu'il y ait, dans les enquêtes d'opinion, une partie des Français qui disent qu'ils ne se feront pas vacciner. Je partage ce que dit le professeur Adnet. La couverture vaccinale, paradoxalement, est bonne. Donc ça veut dire qu'à un moment, il y a aussi des gens qui disent qu'ils sont réticents, mais qui iront se faire vacciner en réalité. Est-ce que le politique ne doit pas... sans le dire. Est-ce que Julien Bargeton, le politique, parfois, ne doit pas dire, disait aussi le président de la République ou le professeur, c'est non, nous constatons l'existence d'une défiance, nous la prenons en compte, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mis en place un comité de transparence. S'il y a un comité de suivi, c'est qu'il y a une raison, c'est pour éclairer l'opinion publique. Julien Bargeton, est-ce que le politique, quel qu'il soit, du président de la République à son opposant le plus féroce, ne doit pas savoir dire « nous ne savons pas ». C'est vrai que lorsque le chef de l'État dit « nous n'aurons pas de vaccin avant mars-avril », il doit dire « je ne sais pas », puisque finalement ce vaccin arrive plus vite, et ça peut surprendre aussi les Français, professeur Adnet. C'est très difficile et c'est quelque chose que j'ai découvert lors de cette épidémie. Nous, scientifiques, notre métier, c'est de douter, c'est de dire on ne sait pas encore, on fait des expériences, on ne vous apporte pas une réponse. Mais en face, vous avez des gens qui vous disent on va vous expliquer. Et vont asséner des vérités qui sont, pour la plupart, complètement fausses, voire qui sous-tendent des idéologies un petit peu, on va dire... nauséabondes, vous avez dit tout à l'heure. Voilà. Et
Et je me suis trouvé dans cette position, on connaît la controverse sur l'hydroxychloroquine et d'autres, où nous, scientifiques, et c'est la position des politiques, ils sont en phase avec nous. C'est un virus qui est nouveau, qui est émergent, qu'on ne connaissait pas. On a raisonné par analogie avec la grippe. Et j'étais aussi un des premiers à dire que les masques, c'était pour les patients symptomatiques, parce que j'analysais le coronavirus comme pour la grippe. Et c'était d'ailleurs ce que recommandait l'OMS à l'époque. Et de toute bonne foi, j'avais pas du tout de connaissance qu'on manquait de masques, etc. Toute bonne foi, je faisais l'analogie avec la grippe. Donc il y a des moments où moi, j'ai pas honte de le dire, je ne sais pas, je fais des expériences, j'attends les publications. Mais en face de vous, et ça c'était quelque chose de nouveau dans cette épidémie, vous avez des gens qui vous disent, mais non, le professeur Hannet, il dit n'importe quoi, il sait rien. Moi, je vous explique. Un contre-discours. Et il n'expliquait rien du tout. Et assénait comme ça des idées fausses qui ont prise vraiment dans l'opinion et pour lequel, et on le voit actuellement, si vous avez 40% des patients, des Français qui veulent se faire vacciner, c'est probablement aussi qu'il y a eu un travail souterrain de toutes ces théories qui amenaient des fausses vérités et qui ont un peu trompé l'opinion. J'espère que on va vite s'en apercevoir. D'où ma question tout à l'heure, Delphine Chadoutot, sur le rôle des pharmacies, le rôle des médecins de ville, non seulement dans l'aspect logistique de cette stratégie vaccinale, mais aussi pour répondre à ces gens qui doutent, peut-être parfois légitimement, parce qu'ils ont entendu un discours, effectivement, qui n'était pas vrai. Mais c'est déjà une question que les patients nous posent beaucoup. Et vous, est-ce que vous vous ferez vacciner ? On me l'a déjà posé à de nombreuses reprises. Et je pense qu'il va falloir beaucoup de pédagogie, parce que pour tous les vaccino-sceptiques, vaccino-résistants, il ne faut pas les prendre de front en lui disant « t'as tort, tu te trompes, t'es dans un mouvement complotiste », parce qu'ils se braquent encore plus. Je pense qu'il faut avoir un discours qui sera très nuancé, tout en douceur, en disant « alors je ne suis pas sûr que, voilà », et apporter des arguments qui soient vraiment très factuels, très convaincants, mais sans lui dire c'est toi qui te trompes et tu es dans l'erreur, parce qu'on braque la personne. Donc c'est vrai que de la part de représentants politiques qui disent moi je me ferai pas vacciner, c'est tout à fait irresponsable comme discours. Donc nous, ça nous donne du travail en plus pour essayer de convaincre. Donc on va avoir un très 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 gros travail, tous soignants confondus, médecins, infirmiers, pharmaciens, on va tous avoir un très gros travail de banalisation, de vulgarisation et de sécurité. Enfin, il va falloir qu'on rassure avec des mots simples, sans braquer le patient qui a entendu, qui a le cerveau. En plus, c'est ça, depuis cette crise, on est quand même dans la politique du buzz depuis le début, et c'est toujours compliqué. Donc ensuite, essayer de ramener quelqu'un à la raison alors qu'il est angoissé, c'est une crise qui est très très angoissante. Donc en plus, on a un terrain hyper favorable, on a un super substrat pour derrière rajouter de l'angoisse. Donc vous êtes face à des gens qui sont démunis, qui sont anxieux, et vous leur donnez des informations contradictoires. Comment est-ce que lui peut démêler le vrai du faux? Donc il va falloir qu'on soit très 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 pédagogue pour convaincre du bien fondé de la vaccination. Il faut qu'on fasse tous front. Vous en voulez aux politiques, à ces représentants politiques qui parfois ont eu des propos pour de l'opportunité politique justement, qui ont divisé la société sur ces questions aussi importantes? Je leur en veux, parce que la réalité sur le terrain, c'est qu'on est face à des patients qui sont très anxieux, qui sont sous anxiolytiques, sous antidépresseurs. Il y a des drames familiaux, des drames humains qui sont très importants. C'est très difficile aujourd'hui de quantifier l'impact psychologique de cette crise, mais il est vraiment énorme. Donc tous ces discours qui vont dans le sens de l'anxiété ne sont pas des discours qui sont bons et ne sont pas des discours dignes de responsables politiques. On marque une pause, on se retrouve dans quelques minutes, on poursuit ce débat et on analyse évidemment ce qui s'est passé aujourd'hui. Jour historique, vous le répétiez, professeur, la première vaccination en France. On parlera aussi du possible reconfinement. C'est Olivier Véran qui se montre assez prudent sur le sujet ce matin dans les colonnes du JDD. À tout de suite. De retour sur le plateau de Punchline. Merci d'être avec nous sur CNews. On est ensemble jusqu'à 20h. On a lu attentivement l'interview d'Olivier Véran, le ministre de la Santé, ce matin dans les colonnes de nos confrères du journal du dimanche. Bien sûr, il parlait de cette vaccination dont il s'est tenu, on l'a rappelé, particulièrement à distance. Mais il parle aussi de la situation sanitaire, évidemment, dans le pays. Pendant ces fêtes, beaucoup de craintes. Après ces fêtes de Noël et avant celles du jour de l'an, nous n'excluons jamais, dit-il, des mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger
protéger des populations. Ça ne veut pas dire qu'on a décidé, mais qu'on observe la situation heure par heure. Julien Bargeton, que veut dire concrètement le ministre de la Santé? Est-ce que vous le savez? Le ministre de la Santé dit ce que le gouvernement a toujours dit depuis le début, c'est-à-dire que les décisions se prennent en fonction de la réalité de la situation sanitaire et non pas en fonction de considérations politiques, par exemple. Donc la France a fait le choix courageux de confiner plus tôt, notamment en novembre, ce qui a été salué, y compris par le ministre de l'économie allemand, qui a dit que la France avait fait là un bon choix à ce moment-là, ce qui nous a permis, avec le couvre-feu qui est toujours en vigueur, de ralentir ce qui était la reprise, mais nous constatons, notamment dans certaines régions, une remontée des contaminations. On voulait être plutôt autour de 5 000 par jour, on était à un moment à 10 000, bon, et puis on est repassé à 15 000. Donc on regardera en fonction de la situation, parce que ce qu'il faut, c'est d'abord et avant tout protéger les Français. Nous mettons la santé publique d'abord comme considération. Mais ce que je crois, là aussi, c'est que nous devons continuer à respecter les gestes barrières, à être très prudents sur l'application des consignes, et puis à veiller à ce que nous ne soyons pas obligés de confiner de nouveau. Mais une telle décision, qui serait très dure, ne peut être prise que parce que la situation l'exigerait, tout simplement. Mais William T., quand Olivier Véran ne dit pas vraiment son intention, alors qu'on sait qu'il doit avoir les chiffres, évidemment, Olivier Véran, qui le regarde attentivement, il le dit d'ailleurs heure par heure, est-ce que les Français ne souffrent pas d'un manque de cap, d'horizon à quelques jours de la fin de cette année? Est-ce qu'on ne devrait pas dire au gouvernement très rapidement, peut-être pendant les vœux d'Emmanuel Macron, quelle est la stratégie? Est-ce qu'on va reconfiner? De quelle manière? Est-ce que les salles de spectacle vont rouvrir? Est-ce que les restaurateurs vont rouvrir le 20 janvier? Est-ce que les Français ne sont pas un petit peu abandonnés dans les perspectives que lui donne son gouvernement? Si, le gouvernement est dans l'incertitude et dans l'insécurité la plus constante, en fait. Olivier Véran, en fait, dessus, ça a changé de stratégie, c'est-à-dire que désormais, il est plus prudent. En septembre dernier, avec Jean Castex, avait dit il est impossible que la France se reconfine une nouvelle fois, et finalement, ils l'ont fait. Donc il a raison d'être plus prudent aujourd'hui. Par contre, moi, je pense que le confinement n'est pas une mesure efficace. Je pense que le couvre-feu et la restriction des mesures de liberté, notamment le week-end, est efficace. Mais je pense qu'il faut déconfiner et il faut laisser les gens décider en toute responsabilité de pouvoir sortir au moment du confinement. Il faut ouvrir les commerces. Je pense qu'en respectant les protocoles sanitaires, les Français sont assez responsables. On l'a vu lors de ces fêtes de Noël. Désormais, on a plus de connaissances sur le virus. Ils sont capables de faire les choix et de savoir aujourd'hui quand est-ce qu'ils vont dans un commerce, ne pas rentrer parce que c'est limité à 3 personnes. Et ça permet aussi de redémarrer petit à petit l'activité économique avec l'arrivée du vaccin. Je pense que le confinement a tellement d'effets négatifs qu'il est même plus important que la crise sanitaire. Par contre, je pense qu'il faut garder le couvre-feu et la restriction des libertés le week-end. Je vous donne la parole, mais on va écouter ce que disait tout à l'heure le professeur Martin Blachier sur ce reconfinement. Écoutez, sa position n'est pas finalement si différente de la vôtre. On écoute Martin Blachier. Aujourd'hui, cette hausse de contamination, elle est essentiellement expliquée par le fait que les gens se sont énormément testés avant les fêtes. Donc il est très difficile de lire ces chiffres-là. Si vous regardez le taux de positivité, à l'inverse, lui, il descend considérablement. Il a été divisé par 2 par rapport à la semaine dernière. Si vous regardez les entrées à l'hôpital, elles sont stables et les visites aux urgences sont stables. Donc je dirais qu'on est vraiment sur une situation qui est stable aujourd'hui. Ce n'est pas forcément une excellente nouvelle, on préférait que ça baisse, mais on n'est pas dans une perte de contrôle de l'épidémie au niveau national. Il ne faut pas particulièrement reconfiner et il faut reconfiner si jamais on perd le contrôle de l'épidémie. Pour l'instant, on ne le perd pas, donc on ne va pas faire du reconfinement préventif. Donc non, pour l'instant, on ne reconfine pas, on attend de voir l'impact des fêtes et si jamais on voit qu'on perd le contrôle de l'épidémie, à ce moment-là, il faudra reconfiner. Frédéric Attenay, cette situation, elle est sous contrôle, comme le dit Martin Blachier. Effectivement, actuellement, on est sur un plateau qui est haut. On a un arrêt, si vous voulez, de la descente du nombre de patients qui arrivent aux urgences ou en réanimation. On est, si vous voulez, à peu près à la moitié, je parle pour l'Île-de-France, à la moitié du deuxième pic. On avait, au sommet du deuxième pic, on avait en gros 1100 patients en réanimation. Actuellement, on en a un peu plus de 500. Pareil pour l'hospitalisation. Pour les urgences, on a très peu de patients. On en a 2 à 5 par jour, mais ça diminue plus. Donc on est sur un espèce de plateau avec quelquefois ça remonte, ça redescend, donc on est à peu près plat. Donc je pense qu'effectivement... Il n'y a pas eu d'effet de Noël, par exemple? On est quelques jours après le réveillon. Il faut attendre 15 jours pour l'effet de Noël. C'est toujours 15 jours après le relâchement qu'on voit les choses arriver à l'hôpital. Donc pour l'instant, effectivement, il n'y a pas d'indication à se reconfiner, mais on n'est pas déconfiné. Il y a toujours le couvre-feu. Les théâtres et les cinémas, les restaurants ne sont pas ouverts. Donc on a baissé la garde d'une manière graduée. On a toujours une garde assez élevée. Et je pense qu'effectivement,
effectivement, il faut attendre. On n'est pas, si vous voulez, dans les capacités hospitalières, on n'est pas dans une situation incontrôlable où on est débordé. Donc, effectivement, pour l'instant, on est dans une situation qui est contrôlée et on va attendre. Il ne faut pas, si vous voulez, resserrer un confinement qui, encore une fois, on l'a souligné ici, des effets pervers à la fois sociétal, mais aussi en termes de santé publique. Je vous rappelle les effets qui ont été mis en évidence au niveau psychologique, au psychiatrique, d'un confinement où on a beaucoup de dépression, voire de suicide de patients, et puis des effets aussi sur le suivi des maladies chroniques qu'on assure moins bien en période de confinement. Donc il y a aussi un côté sanitaire du confinement qui est délétère. Donc là, et du coup, vous comprenez cette sorte de menace de la part d'Olivier Véran qui agite le chiffon rouge d'un possible reconfinement parce que vous savez, ce virus nous a appris qu'on ne pouvait pas faire de prévisions à long terme. On s'est tous trompés. C'est l'enseignement général. On s'est tous trompés et il est difficile de donner un cap sur un virus qu'on ne connaît pas et dont l'évolution, personne n'a pu prévoir à la fois l'ampleur et l'arrivée de cette deuxième vague et peut-être d'une troisième vague ou d'un rebond. Donc je crois que là, on est dans une situation sanitaire qui est contrôlée. On va attendre avec les mesures qu'on a actuellement, c'est-à-dire le couvre-feu et malheureusement la fermeture des restaurants, cinémas et théâtres. Julien Bargeton, on est à quelques jours des traditionnels vœux du président de la République, qui a subi lui aussi une période d'isolement après avoir contracté les symptômes de la Covid-19. Il est en ce moment au fort de Brégançon avec son épouse. Il retournera à l'Élysée jeudi pour préparer justement ses vœux. Quel est le message qu'il doit adresser aux Français dans cette période qui, malgré l'arrivée du vaccin, reste une période d'incertitude ? Le président de la République, je pense, va adresser un message d'espoir à partir du vaccin. C'est historique, on a vacciné avant le début de l'année 2021, donc il y a de quoi repartir. Nous sommes peut-être un peu convalescents, mais c'est l'année où nous devons rebondir. Donc un message d'abord de protection vers les Français, notamment les plus fragiles, les soignants qui nous ont aidés, mais aussi les forces de l'ordre. Donc je pense qu'il y a ce besoin de protection qui est très fort. Un message aussi sur la relance. N'oublions pas qu'effectivement, il y a eu un effet économique très important de cette crise. Et donc, nous avons mis 100 milliards de relance, notamment 30 sur la transition énergétique. Donc, 2021, ce sera l'année de la relance. Et puis, c'est aussi une année où on continuera à porter les réformes qui ont été en cours, qui sont parfois un peu arrêtées. Et donc, il faut adresser un message à la fois d'espoir et puis de transformation, comme toujours. Mais d'abord, avant tout, la protection vis-à-vis de cette crise et protéger, je dirais, ceux qui nous ont protégés et fixer un cap. C'est vrai que c'est difficile avec ce virus. Vous avez raison de le dire, il y a parfois un peu du yo-yo. Quand on confine, on nous dit qu'on est liberticide. Quand on relâche, on nous dit qu'on est laxiste. Donc on voit bien que là, c'est la ligne de crête est toujours difficile à trouver. Et notamment là, il y a le couvre-feu. Je suis assez d'accord, il faut respecter et contrôler le couvre-feu. Mais cette année 2021, elle est particulière. Gageons que ce soit l'année, dans un premier temps, de la convalescence et ensuite de la guérison de la France. Même question, Delphine Chadoutot, mais cette fois-ci qui s'adresse à la professionnelle de santé que vous êtes. Parce que effectivement, l'année 2020 a été particulièrement dure et difficile pour les Français, mais pas seulement d'ailleurs. Mais encore plus pour vous, les personnels soignants, en première ligne lors de cette pandémie, et vous l'êtes encore d'ailleurs. Qu'est-ce que vous attendez du président de la République ? Est-ce que j'attends quelque chose du président de la République Dans ces mots, puisqu'effectivement, il s'adressera sans doute au personnel de santé. En fait, j'ai la sensation plutôt que depuis le mois de mars et alors qu'on est en première ligne, on s'est plus soutenus les uns les autres entre soignants, mais sans attendre quoi que ce soit du gouvernement. Mais il n'y a pas de colère, je suis complètement neutre. Quand on est allé voir Olivier Véran en disant on est dispo, qu'est-ce qu'on peut faire, et qui nous a dit allez-y, on compte sur vous. Voilà, on nous a donné des missions, on les a accomplies. Je crois que j'attends juste qu'on nous renouvelle la confiance qu'on a eue jusqu'ici, parce qu'on est prêt, on est dispo. Je pense qu'aujourd'hui, ceux qui ont besoin d'un grand coup de main, c'est les hospitaliers. On a toujours besoin de reconnaissance, bien évidemment. Mais je crois qu'en tout cas, pour la profession de pharmacien, on peut être assez fier de ce qu'on a fait depuis 8 mois, parce qu'on a tenu le cap et on a été là et on a relevé tous les défis. Donc,
d'Emmanuel Macron, j'attends rien de particulier. On a une santé un peu malade en France et je pense qu'il y a beaucoup de dossiers à prendre en main. Oui. Et on en a beaucoup parlé évidemment tout au long de cette pandémie. Je me tourne évidemment vers Frédéric Adnet parce qu'on parlait de l'hôpital. Ça a été un révélateur évidemment cette crise, malgré les signaux d'alerte qui avaient été lancés par les hospitaliers depuis plusieurs années, pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron aussi. On avait vu des manifestations, on avait vu des demandes répétées, des plans aussi successifs, celui d'Agnès Buzyn, et puis le Ségur de la santé. Aujourd'hui, on arrive en 2021. Dans quelques jours, est-ce que vous diriez quand même que parmi ces enseignements, certains ont été tirés par le gouvernement sur la situation hospitalière en France? Écoutez, en plein milieu de la première crise, on a tous été frappés, nous hospitaliers, par le discours de notre président de la République à Mulhouse, rappelez-vous, où il avait dit haut et fort qu'il s'était trompé sur l'hôpital public, que l'hôpital public constituait un des piliers de la République française et qu'il fallait de nouveau réinvestir dans l'hôpital public. Donc il y a eu le Ségur, mais qui a un peu déçu les soignants, puisque là, c'était la coupe à moitié pleine et ils n'ont pas eu... si vous voulez, on n'a pas augmenté l'attractivité de l'hôpital public en termes de revalorisation salariale ou même de conditions de travail. Donc les choses ont démarré mais n'ont pas été jusqu'au bout, avec un sentiment d'un personnel qui s'est retrouvé un peu désabusé à l'aube de la deuxième vague. Et ça nous a fait très peur parce qu'on sentait le personnel hospitalier démobilisé. Donc on espère quand même qu'au sortir de cette crise, on va pouvoir réfléchir sur l'hôpital public. On va avoir une nouvelle maladie à gérer parce que c'est pas fini. On a pour plusieurs années. Hein. Et il faut arrêter de fermer les hôpitaux, arrêter de fermer des lits. On a bien vu que ça a amené une catastrophe sanitaire. Hein. On n'avait plus assez de lits pour hospitaliser les patients. Et je crois que et ça a été dit par le gouvernement, qu'il fallait faire un moratoire sur la fermeture des lits et des hôpitaux publics et redimensionner, si vous voulez, l'hôpital sur des vrais besoins sanitaires dont a besoin la société française, que ce soit une société qui vieillit, donc qui a plus besoin de soins, et l'apparition de ces nouvelles maladies qui ont un impact majeur sur l'hôpital public. Donc il faut réfléchir et puis peut-être aussi réfléchir sur la gouvernance de l'hôpital. Julien Bargeton, qui représente la majorité sur ce plateau, le Ségur de la santé, je ne veux pas vous piéger bien évidemment, mais quand on entend évidemment les hospitaliers, ils ne sont pas totalement satisfaits par rapport à ce qui a été annoncé. On peut toujours mettre sur la table la réforme, la gouvernance de l'hôpital public. Il y a sans doute encore des choses à faire. Je note quand même que 8,5 milliards, ce n'est pas rien, et qu'il comprend quand même un certain nombre de revalorisations salariales. Moi, j'ai discuté avec des médecins, des personnels soignants qui disent si quand même ils ont déjà constaté sur leur fiche de paye le changement lié au Ségur. Et évidemment, je comprends, j'entends que ça n'est jamais assez, qu'on pourrait faire davantage, mais je crois quand même que le Ségur de la santé a apporté beaucoup. C'est d'ailleurs pas le seul secteur où nous investirons, parce qu'il faut prendre à bras le corps la transformation de tout un certain nombre de secteurs en France. Ça va bien sûr de la santé à l'écologie, à l'automobile, à l'aéronautique, à la culture. Donc il y a du pain sur la planche. Je ne dis pas le contraire, mais nous avons quand même posé un jalon important avec le Ségur de la santé. Et puis c'est vrai, à l'issue de la crise, nous espérons tous en sortir, il faudra en tirer le bilan, un bilan quantitatif, nombre de lits, et un bilan qualitatif, c'est-à-dire l'organisation de l'hôpital, le lien avec la médecine de ville, le lien avec le secteur social, le lien avec la pharmacie. Donc un bilan sur l'organisation de l'offre hospitalière en France. Mais enfin, quand même, quand on regarde d'autres pays, on peut aussi se réjouir. Enfin, je veux dire, le vaccin, il est gratuit en France, les tests sont gratuits. Moi, j'ai vu beaucoup de reportages sur vos chaînes d'infos où vous montrez que en Grande-Bretagne, eh bien, il fallait payer pour avoir son test, il fallait payer beaucoup de choses qui, en France, sont gratuites. Donc, on peut toujours faire davantage, on peut toujours s'autoflageller, mais remarquons quand même que nous avons un pilier solide, et tant mieux, de la République, qui est aussi notre hôpital. Et certains Français s'en sont rendus compte outre-Manche lorsqu'ils voulaient repasser la frontière avec un test effectivement payant en Grande-Bretagne, comme vous le soulignez. William, tu es sur ces conséquences de cette crise, et notamment le Ségur de la santé dont on parlait. Vous posez la question, qu'est-ce qu'on attend d'Emmanuel Macron le soir de ses vœux? On attend de lui qu'il tienne un discours de vérité. Oui, c'est un discours d'espoir, mais il ne faut pas qu'il fasse de fausses promesses non plus. On attend de lui qu'il dresse un constat clair de la situation française. La crise du coronavirus a déclassé notre continent et particulièrement la France. On assiste à l'événement de la Chine, qui sort grande gagnante, des États-Unis qui s'en sortent plutôt moyen mais moins bien, et l'Europe qui est complètement déclassée, auquel on a vu les difficultés de notre système à plusieurs niveaux. Notre système de santé, malgré l'augmentation des dépenses depuis une trentaine, quarantaine d'années de façon constante par rapport en point de PIB, n'a pas tenu le choc.
On dépense globalement la même chose que les Allemands, mais on a moins de lits de réanimation, 4 fois moins ou 5 fois moins que nos amis allemands, alors qu'on dépense exactement le même montant par tête. On n'attend pas, certes, on peut mettre plus de moyens, mais ce qu'on attend sur la question du système de santé, c'est une réforme structurelle. Pourquoi est-ce qu'en dépensant autant d'argent, on a moins d'hôpitaux, les médecins sont moins bien rémunérés, le personnel soignant est moins bien rémunéré que certains de nos voisins? Je pense qu'il faut une réforme structurelle. On consacre 33% en termes de dépenses administratives sur nos dépenses de santé. Je pense qu'il faut y mettre un terme au gaspillage et rediriger ce gaspillage vers la rémunération, vers ceux qui sont en première ligne et vers le matériel nécessaire pour que les gens non seulement aient une meilleure revalorisation, mais aussi des meilleures conditions de travail. Je pense qu'il faut associer à la fois le salaire, mais il ne faut pas oublier que nous sommes en cas de crise, dans un cadre de crise, donc on ne pourra pas augmenter les salaires. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est donner aux gens un espoir, du sens et des meilleures conditions de travail. Ça, l'État est capable de l'assurer. Et ensuite, j'attends d'Emmanuel Macron qui réforme durablement le pays. Le pays actuellement n'a pas fonctionné parce qu'on assiste à un double effet. Un excès de socialisme et un excès de bureaucratie. L'excès de socialisme, ça a été montré par un point, c'est qu'on dépense à chaque fois, chaque année, on dépense plus d'argent, on emprunte plus, on est toujours plus en déficit, et malgré tout, on a de plus en plus de... On n'a jamais autant emprunté, en tout cas, que cette année. Mais malgré tout, on dépasse... C'est le quoi qu'il en coûte, on assume. Oui, mais on va dépasser les 10 millions de pauvres, donc le système ne marche pas, le système est brisé. Donc tu vois, il y a des réformes, oui. Oui, il faut avancer sur les réformes. Est-ce que le pays est encore prêt à être réformé, quelle que soit la réforme où il y a une tête, puisqu'on a vu quand même avant la pandémie de coronavirus, des milliers de gens dans la rue pour la réforme des retraites. Donc est-ce que le gouvernement est encore en capacité de réformer? Emmanuel Macron a dit, et c'est je pense le point le plus important de son interview, a dit qu'il était prêt à prendre des décisions difficiles, même si ça sacrifiait sa réélection. Et je lui dis chiche, qu'il y aille. Et puis si par cas il a besoin d'aide, on sera prêt. C'est peut-être ce que vous attendez. C'est peut-être ce que vous attendez à titre personnel comme souhait, pas moi, mais ça on le reverra. Je suis pas sûr que les États-Unis s'en soient aussi bien sortis que ça. En tout cas, Donald Trump. Sur les réformes en France, on va rester en France sur les réformes et la capacité d'Emmanuel Macron à les entreprendre. Les États-Unis sont tellement bien sortis que Donald Trump. Est-ce qu'Emmanuel Macron a les capacités d'entreprendre ça? Les haies se sautent les unes à la suite des autres. D'abord, il faut vaincre cette crise, et y compris la crise économique et sociale. Et donc, le quoi qu'il en coûte, nous l'assumons. Il faut réduire le chômage et faire repartir la croissance. Quand, au premier semestre ou dans la cour de l'année, si vraiment on arrive à reconquérir une croissance économique qui était là avant cette crise du Covid, les réformes portaient leurs fruits, puisque nous l'avons vu entre les deux confinements, la croissance est revenue très forte, et avant d'avoir cette crise de la pandémie, nous avions un taux de chômage particulièrement bas. Donc d'abord, repartons sur des bases solides. Il faut recréer de la croissance, réduire le chômage. Les haies se sautent les unes à la suite des autres. Et à partir du moment où nous aurons cette situation économique qui le permet, eh bien, les réformes sont envisagées. Oui, par exemple, monsieur le sénateur, si on prend le discours du 14 juillet du président de la République, il avait dit globalement, on a un pays qui base son modèle uniquement sur la consommation et pas assez sur la production. Actuellement, ça fait plus de 6 mois qu'on assiste à ce discours. Il n'y a pas eu d'acte concret en faveur de la réindustrialisation et en faveur de la production. Si, parce que le plan de relance a dû être retardé à cause du reconfinement partiel et puis couvre-feu plus reconfinement. Et donc on attend aujourd'hui qui libère en fait les énergies. Les Français ont besoin de liberté plus que d'égalité. Aujourd'hui, on fait primer l'égalité sur la liberté au détriment. On est peut-être égaux, mais on est égaux dans la précarité et dans la misère. C'est pas une société vivable. C'est les deux piliers de la devise, hein, liberté et égalité. Au même niveau, nous sommes à la fois libres et égaux, et c'est important de le dire. Je ne crois pas comme vous que nous soyons dans un pays socialiste. Nous sommes dans un pays qui a un modèle social fort, auquel nous sommes tous attachés, qu'il faille le réformer, et nous l'avons d'ailleurs entrepris avec la réforme sur le Code du travail notamment, ou sur l'apprentissage, ou sur la SNCF, qu'il faille faire un certain nombre de réformes qui ne sont pas faciles à faire en France. Vous appelez comment un pays qui dépense 56% de la richesse publique, qui prélève plus de 50% de la richesse? C'est pas le moment. On a eu une crise terrible avec des confinements. La crise, il y a deux effets. On a besoin de dépenses publiques. On ne va pas augmenter les impôts. C'est protéger les Français, parce qu'effectivement, vous l'avez dit, et des médecins sont en première ligne pour nous défendre. Il faut protéger les Français. Et deuxième, il faut saisir les leçons de la crise pour repartir encore plus fort de l'avant. Si c'est pour avoir une crise et ne pas résoudre nos problèmes structurels, ça ne sert à rien. On aura perdu des Français, on aura perdu notre économie pour rien du tout, pour reproduire les mêmes erreurs qu'avant. Moi, je pense qu'il faut profiter de cette crise. Il faut savoir qu'à toute chose, malheur est bon. Et ça va nous permettre de partir plus fort et encore plus puissant si nous avons un horizon clair. Je pense que si par cas, il reprend son discours du 14 juillet et qu'il se dessine vers une nation industrielle et de savants, on repartira plus fort parce que ce sera notre modèle et on dressera enfin
enfin un horizon pour les Français. Actuellement, quel horizon nous avons? Quelle Europe nous voulons par rapport à la Chine et les États-Unis? Nous ne savons pas quel est le projet européen, nous ne savons pas quel est le projet français avec Emmanuel Macron. Ça, je vous laisse mettre de votre formule à quelque chose malheur est bon. En tout cas, il y a la deuxième priorité du plan de relance, c'est l'industrie, c'est la réindustrialisation. Il y a énormément de projets qui sont en cours. Quant à dire qu'Emmanuel Macron n'a pas de discours européen, je pense qu'on peut faire des reproches à Emmanuel Macron, comme à tout le monde. Mais s'il y a vraiment un sujet sur lequel il a porté le flambeau, il a eu le courage de le porter, c'est bien l'Union européenne. Il a tenu bon sur la façon dont le Brexit s'est passé. On a emporté une victoire en convainquant les Allemands de mettre 750 milliards dans la relance, ce qu'ils ne voulaient pas au départ. Et nous avons réussi à avoir une stratégie européenne de vaccination. Franchement, on peut dire qu'il faut une Europe puissance davantage face aux États-Unis et à la Chine. Ça, on peut le dire, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de vision ou de projet européen du président Emmanuel Macron. Et sur l'Europe, et justement sur ces enseignements de la crise qu'on a pu tirer, je voulais m'adresser à notre pharmacienne sur ce plateau, Delphine Chadoutou, puisqu'Emmanuel Macron a dit qu'il y aurait une réindustrialisation européenne du médicament, puisque cela faisait aussi partie des enseignements de cette crise. On ne produisait plus assez en Europe, en France, et on laissait finalement ce chantier à l'Asie du Sud-Est et à la Chine. Est-ce que vous voyez déjà peut-être concrètement des effets de ces annonces ? Oui et non, parfois en fait ce sont les principes actifs qui viennent d'Inde et de Chine, mais ensuite tout le façonnage se fait en Europe. On le souhaite tous, ne serait-ce que pour un problème de rupture, même écologique aussi, puisque néanmoins c'est très compliqué à faire parce que à ce jour je reviens sur l'écologie, aujourd'hui nos normes en Europe sont draconiennes et il va falloir ne serait-ce que résoudre le problème de la pollution liée à l'industrie du médicament, et ça déjà c'est un point qui est assez essentiel, et en Chine ou en Inde ils ne sont pas aussi regardants, en Europe ça va être très compliqué. Et ensuite qu'est-ce qu'on fait par rapport au marché du travail quand un salarié coûte beaucoup plus cher en Europe que là-bas? Donc j'aimerais que ce ne soit pas un vœu pieux, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'obstacles avant que ce soit possible. Parce que j'essaie de traduire concrètement nos débats, mais par exemple en France, en Europe, on ne produit plus de paracétamol. Le paracétamol, alors la molécule vient effectivement d'Asie. Maintenant, elle est... non, je crois que même... mais il y a la mise en gélule, en comprimé, se fait par exemple en France. Mais l'importateur, la poudre brute qui arrive, vient de Chine. Et c'était l'un des enseignements, évidemment, de cette crise. Si on en revient à l'hôpital cette fois-ci, et pour terminer, on parlait de transformation, de réforme structurelle, à l'hôpital notamment, puisqu'il a été effectivement, et vous le rappeliez à juste titre, en première ligne jusqu'au vaccin, et il le sera encore dans les mois à venir. Est-ce que l'hôpital est prêt à ces transformations? Est-ce que le personnel hospitalier est prêt à se mettre autour d'une table, peut-être de manière plus longue et durable que ça ne le fut pendant le Ségur de la santé? Nous, on le souhaite fortement, on l'appelle de nos voeux. On a vu un hôpital fonctionner en mode crise à la première vague, à la deuxième vague, où les valeurs, si vous voulez, les valeurs qui gouvernaient les décisions opérationnelles dans un hôpital n'étaient plus une recherche à la rentabilité, une recherche d'économie, une recherche recettes-dépenses. Vous savez qu'à chaque fois qu'on fait un projet médical, il faut avoir 30% de recettes de plus que de dépenses. Donc c'est, pour nous, médecins, on s'arrache les cheveux, quoi. Et là, pendant cette crise, on a vu le malade revenir au premier plan, on a vu les médecins reprendre, si vous voulez, une bonne partie de la direction des opérations. Je ne revendique pas de manager complètement l'hôpital, mais si vous voulez, actuellement, le médecin n'est pas le directeur de l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, c'est un personnel administratif qui est le patron. C'est ce qu'avait dit Sarkozy quand il a mis cette réforme en place. Alors que nous, on réclame plutôt une direction bicéphale, à la fois médicale et bien sûr administrative, puisque la santé a un coût. Mais si vous voulez, on a vu un hôpital qui fonctionnait cette fois-ci autour du malade et non plus autour d'une recherche à une rentabilité un peu dérisoire quand il s'agit de la santé. Donc je pense qu'il y a des leçons à tirer de cette crise. Il faut se mettre autour de la table, reprendre ce qui a bien marché, bien sûr de ne pas tout dépenser, donc il faut quand même un contrôle administratif, mais rééquilibrer
rééquilibrer, si vous voulez, les forces dans les futurs projets et surtout arrêter de cette fuite en avant, d'essayer de réduire toujours le nombre de lits, réduire le nombre d'hôpitaux. C'est une politique que je vis, moi, depuis une dizaine d'années, qui a complètement changé, parce qu'avant, c'était plus le cas, mais je vois bien en Seine-Saint-Denis, je vois bien les hôpitaux fermés, je vois bien le nombre de lits de mon groupe hospitalier diminuer. Donc ça, c'est un fait réel. Et je crois qu'il faut arrêter ça parce qu'on n'arrive plus à hospitaliser nos malades. Aux urgences, vous savez bien qu'il y a un encombrement énorme des malades aux urgences lié au fait qu'on ne peut pas hospitaliser nos patients parce que les lits sont rentabilisés au maximum, donc les lits sont toujours pleins. Il n'y a plus de place pour les urgences. Donc tout ça, il faut remettre tout ça sur la table et retravailler. Je pense qu'il y a un vrai effort sur la gouvernance en prenant les leçons effectivement de cette crise. Et il nous reste 1 minute avant la fin de cette émission et je voulais juste profiter de votre présence pour rappeler que vous étiez ce matin parmi les soignants qui ont assisté à cette première vaccination. Et de quelques mots avant de terminer, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Morissette, qui a été la première personne à se faire vacciner? Dans 21 jours, une deuxième dose? Alors Morissette, d'abord, on va la suivre, on va regarder s'il y a des effets indésirables. Donc on a eu un suivi très proche d'environ 1 heure après la vaccination. Ensuite, effectivement, tous les patients vaccinés sont suivis pour détecter d'éventuels effets indésirables. Et il y a une deuxième vaccination, un rappel, à 21 jours, la même dose que l'on réinjecte pour avoir l'immunité maximum, qui est une immunité même supérieure à celle de la maladie. Et Morissette sera protégée pour au moins 8 mois, d'après les dernières études, contre la Covid-19. Et on espère qu'il y aura énormément de patients fragiles qui seront comme ça sauvés de cette maladie. Et on l'espère aussi. En tout cas, on a pu suivre ça sur CNews et on suivra évidemment ces prochaines étapes de la stratégie de vaccination. Merci à tous les 4 d'avoir participé à cette émission. On se retrouve tout de suite pour un point complet sur l'information avec Anthony Favali.